Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je me retrouve à l'IAB, qui est l'Institut d'architecture du Brésil, qui se situe à Sao Paulo, pour y présenter mon film In Vivo, qui revient sur le travail curatorial de Bento Architecture, qui avait été sélectionné par la cellule d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour y faire une installation dans le pavillon belge en 3 matériaux, la terre, le bois, le mycélium. C'est ce film que je vais présenter ce soir, donc ici à Sao Paulo. Et en Belgique, eh bien, Aline Branders est toujours avec ses étudiants et ses étudiantes de son cours Architecture, Écologie, Durabilité. Et aujourd'hui, elle a décidé de les emmener voir les travaux du bâtiment Marnix. Moi, j'ai choisi autant des projets de petite échelle, justement, pour que ça corresponde à l'objet sur lequel ils allaient travailler. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de voir Marnix parce qu'il est en chantier et qu'on n'a pas toujours l'opportunité de visiter ce type de bâtiment. Et que finalement, dans tous ces étudiants, on ne sait pas sur quelle échelle ils vont travailler plus tard. Et c'était une façon de leur montrer que finalement, les thématiques sur lesquelles ils travaillent, ça reste les mêmes, quelle que soit l'échelle de projet, quel que soit le contexte. Et donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est de voir qu'il y a certaines logiques qui restent. Et oui, il y a des petites choses à adapter, mais tout comme faire de la durabilité à Bruxelles ou faire de la durabilité à Kinshasa, c'est pas la même chose. Mais au final, les thématiques et certains réflexes, une fois qu'on a compris les principes, ça reste la même chose et il faut juste s'adapter au contexte. En fait, Aline Branders est professeure à la faculté d'architecture à la Cambre Horta de l'ULB, mais elle est également architecte au sein de l'agence A2M, et c'est cette agence qui a été choisie par ING pour rénover son bâtiment historique, le Marnix. Le bâtiment ING Marnix, c'est un bâtiment assez emblématique, vu que c'est un bâtiment patrimonial. C'est un bâtiment qui date de 1960 avec Gordon Bunshaft et puis qui a été étendu dans les années 90. Et donc, c'est vrai que toucher un bâtiment aussi iconique, c'est déjà un défi. Et là, avec la rénovation, on l'amène à des objectifs très hauts en termes de performance énergétique et de durabilité, vu qu'il va être BREEAM Outstanding et WELL Platinum. Dans la seconde partie de cette émission, je vous propose de retrouver l'architecte Grégory Hay du bureau Arcane. On retourne dans son projet de tourisme. Aujourd'hui, il est terminé. On va voir ce qu'il en pense. C'est toujours un peu triste de terminer un chantier. On est toujours un peu nostalgique parce que c'est une période de vie. C'est une période de vie ici qui a duré 3 ans et demi, 4 ans. Et donc on est toujours un peu triste d'abandonner nos rendez-vous hebdomadaires. Mais voilà, les clients ont déménagé. Je pense qu'ils sont heureux dans leur nouveau chez eux. Tu te trouves dans le petit salon télé, qui est en fait la pièce principale d'origine, qui donne sur la façade avant avec son beau window, et qu'on a ici rénové. Donc c'est une pièce qui fait partie vraiment de l'ancien corps principal du bâtiment. C'est un bâtiment qui n'est pas très large, hein. Il n'a qu'une seule pièce en largeur, mais voilà, les dimensions font que cet espace est assez cosy. Donc on a récupéré le plancher, on a récupéré la cheminée, on a récupéré les portes, et on a tout isolé de manière écologique par l'intérieur, de manière à pouvoir préserver les façades. Voilà, ici on traverse une pièce de transition qui est le vestiaire, qui doit encore être aménagé, puis alors on descend vers la nouvelle extension en ossature bois. Et donc c'est assez sympa parce que c'est une pièce unique, mais qui est divisée grâce à ce très très chouette meuble, qui est divisé en une partie cuisine et une partie salle à manger. Et donc cette différenciation fonctionne assez bien et confère à ces deux sous-espaces des dimensions qui sont assez confortables, avec la salle à manger qui est hyper largement ouverte vers le jardin. Et donc on a vraiment ce jardin qui doit encore être aménagé, mais qui va vraiment rentrer dans le bâtiment, et il va vraiment y avoir un dialogue entre ce nouvel espace et la nature. L'habillage de façade est du peuplier qui provient de la forêt de Soigne. Et alors au premier étage, on a l'espace des parents, avec la chambre des parents et leur salle de bain. Cette nouvelle partie est très très efficacement isolée, avec des châssis en triple vitrage, avec de la laine de bois entre les pièces d'ossature. On a poussé à une isolation intensive, mais aussi on a poussé à l'utilisation de matériaux écologiquement performants.
Ici, on est dans la salle de bain des enfants. On est toujours dans l'ancienne partie du bâtiment qui a aussi été isolée par l'intérieur. Donc on a travaillé ici avec des panneaux de liège qui sont recouverts d'enduit à la chaux. Ça permet justement d'avoir cette perspiration entre l'environnement intérieur et l'environnement extérieur. En termes de chauffage, la maison est équipée d'une pompe à chaleur. Globalement, le bâtiment est chauffé à certains endroits par du chauffage par le sol et à d'autres endroits par des petites subtilités comme au-dessus de toi, un panneau chauffant qui permet de chauffer le sortir de la douche. Donc ici, on est sous la toiture, enfin l'étage sous la toiture du bâtiment de la maison existante. Structurellement, on a dû quand même reprendre pas mal de choses pour renforcer cette maison, notamment la charpente. On a remplacé certaines pièces de charpente. On l'a surépaissi aussi de manière à pouvoir recevoir l'épaisseur d'isolant nécessaire. On a aussi dû recréer la structure de certains planchers qu'on a remplacés en béton de nouveau pour renforcer et ceinturer les façades du bâtiment. On l'a toujours fait de manière assez ponctuelle et de manière assez chirurgicale en préservant les aspects patrimoniaux de la maison. Ici, on est dans une pièce qui n'est pas encore tout à fait finie, dans laquelle on voit sur ce mur mitoyen la technique d'enduit à l'argile. Pour l'instant, on est occupé à encore laisser sécher les choses parce qu'il y a eu un petit souci d'humidité émanant de la cheminée voisine. Et donc, en attendant que ça sèche, voilà, ça permet de constater, de voir comment cette technique est mise en œuvre. Pour terminer cette émission, je vous propose un tutoriel qui vous explique c'est quoi une passoire énergétique. C'est la question que nous avons posée à Sandra Gottscheiner, qui est Development and Innovation Director chez BPI Real Estate. Une passoire énergétique, c'est un bâtiment dont l'isolation de l'enveloppe et les techniques sont sous-efficaces, voire même obsolètes. Alors il faut savoir, c'est un enjeu important, que dans nos contrées, dans nos pays, 39% des émissions de CO2 proviennent de l'utilisation des bâtiments. Donc c'est un point qui a été à l'ordre du jour de l'Europe. Et dès 2002, les accords de Kyoto, aussi bien la Belgique, les régions et l'Europe ont décidé de légiférer en ce sens. En 2009, ils ont établi les normes PEB. Mais 75% des bâtiments à Bruxelles, par exemple, datent d'avant 1985, donc avant ces normes-là. Et donc, naturellement, un grand nombre de ces bâtiments sont des passoires énergétiques. Alors, c'est défini un peu plus clairement. Donc, par exemple, à Bruxelles, aujourd'hui, on considère comme une passoire énergétique un bâtiment qui consommerait, d'après la PEB, plus de 275 kWh par mètre carré, c'est-à-dire une catégorie E, F, voire même G. Ce sont des bâtiments qui ne devraient plus, d'après Bruxelles Environnement, pouvoir être utilisés ou produits à partir de 2033. À plus long terme, on parle même d'une limite qui serait à 150 kWh par mètre carré par an. Mais il y a très peu de bâtiments qui entrent dans cette catégorie et donc il va y avoir un effort de rénovation assez important. Rénolution, par exemple, vise un chiffre à 100 kWh par mètre carré moyen. On a aujourd'hui 60% des bâtiments qui sont dans des catégories de PEB E ou F à Bruxelles. Il faut savoir donc que la PEB a des catégories qui sont propres à chaque pays ou chaque région, mais les tendances sont les mêmes. Donc quand on parle de E ou F, ça peut être un petit peu différent, mais ça se ressemble. On a 2% qui sont en catégorie B. On a 1% en catégorie A, donc très peu finalement. Alors il n'y a pas qu'en Belgique. En France, par exemple, on a presque 16% des bâtiments qui sont dans des catégories F ou G et qui sont considérés comme impropres à l'utilisation du point de vue énergétique. Et c'est un point important. Donc en fait, ces bâtiments énergétiquement sont obsolètes, mais ne le sont pas pour leur utilisation, pour la fonction qu'ils ont, pour les autres finitions finalement. Et donc on peut se focaliser sur une rénovation énergétique qui vise vraiment l'enveloppe du bâtiment et les techniques, ce que dans notre entreprise on appelle une rénovation pulse, donc vraiment l'isolation de façade, le vitrage, des énergies non fossiles, de la géothermie, des panneaux solaires. Et c'est là que l'effort doit être fait. Dans le cadre de l'immobilier professionnel, on définit ça notamment par rapport à ce qu'on appelle une courbe crème, c'est-à-dire une courbe des émissions de CO2 qui sont acceptables et qui sont un graphique acceptable à partir d'aujourd'hui et ce jusque 2050. Et un bâtiment qui est en dessous de cette courbe crème est efficient et résilient par rapport au climat. Et s'il passe au-dessus de cette courbe crème, il devient
obsolète, c'est une passoire énergétique. En anglais, on appelle ça un stranded asset. Et donc, ça permet aux gestionnaires de grands portefeuilles de savoir est-ce qu'ils gardent un bâtiment, ils le rénovent ou est-ce qu'ils le vendent pour autre chose. Le Green Deal a aussi intégré cette notion d'ambition énergétique dans la taxonomie européenne, qui est une traduction de règles très concrètes et assez simples pour les professionnels visant des grands bâtiments, plus de 5000 m². Donc, par exemple, si on fait un bâtiment neuf pour du résidentiel, on va devoir être 10% en dessous des normes locales pour l'énergétique. À Bruxelles, la norme locale est à 45 kWh par mètre carré par an. On sera à 41, donc, si on veut respecter l'ambition de la taxonomie. Si on est sur du bureau, c'est un peu plus compliqué pour le calcul, mais on sera aux environs de 60-70 kWh par mètre carré par an. Si on fait de la rénovation, on doit diminuer de 30% les consommations préexistantes primaires réelles. Et si on ne parvient pas à faire ça, dans ce cas-là, on doit juste respecter les normes locales, donc la PEB locale, les règles en place. Pour un investisseur qui achète un bâtiment, il doit soit avoir une PEB A, soit avoir être dans les 15% des meilleurs bâtiments identiques dans la même région. Donc en fait, avoir une passoire énergétique, c'est en gros un signal que vous devez avoir si vous êtes au-dessus de 150 ou 200 kWh par mètre carré par an. Vous pouvez vous dire, à un moment donné, je serai une passoire énergétique puisque les normes vont devenir de plus en plus importantes. Si vous êtes en dessous de 100 kWh par mètre carré par an, vous êtes bon, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, ce n'est pas une fatalité. Donc on peut facilement, en tout cas avec un certain effort qui est limité en termes budgétaires, améliorer un bien pour le faire sortir de cette catégorie de passoire énergétique et rénover ce qui doit l'être pour que, à court terme ou à moyen terme, le bâtiment regagne de la valeur et certainement baisse les consommations. Et donc, c'est un calcul qui est rentable, quoi qu'il en soit. Ce sera tout pour cette émission, mais j'ai une exclusivité pour vous sur le site archiurbain.be. Vous pouvez retrouver un portrait engagé de Julie Willem, qui est Archilab Director chez Athénor. Je vous souhaite une très bonne semaine, merci pour votre fidélité et à dimanche prochain sur BX1 pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. Au revoir.